Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Bibliothèque de la Pardieu pour cette soirée que nous avons le plaisir d'organiser en collaboration avec l'équipe Pop Science de l'Université de Lyon pour fêter donc ce lancement du 12e numéro du Pop Science Mag qui s'intitule Oh maintenant ou jamais, que vous avez peut-être pu récupérer à l'entrée de la salle. Vous pouvez aussi le récupérer à la fin de la soirée. Donc à cette occasion, nous vous proposons une rencontre débat qui a pour ambition d'interroger notre rapport à l'eau dans les contextes urbains. Parce que bien sûr, donc, suite aux différents épisodes de canicule que nous avons vécus récemment, on prend vraiment conscience, en fait, qu'il est urgent de modifier nos modes de vie et nos pratiques d'utilisation de l'eau, et notamment dans les villes. Donc à travers la rencontre débat de ce soir, nous souhaitions vous proposer un éclairage en fait, sur cette question par les regards croisés donc, de Marie Privé, qui est journaliste indépendante pour le Pop Science Mag, et Jean-Luc Bertrand Krajewski, enseignant-chercheur en hydrologie au laboratoire hydrologie urbaine, au laboratoire DIP d'INSA Lyon. Voilà. Donc avant de passer la parole à Isabelle Bonardi, donc directrice de Pop Science, qui est là à mes côtés, je vais juste vous faire vous donner quelques mots sur le déroulé de la soirée. Donc en fait, la rencontre débat devra durer environ 1 heure. Et à la suite de cela, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez donc poser vos questions. Et nous terminerons la soirée autour de 20h10. Donc je passe sans plus tarder la parole à Isabelle Bonardi. Merci beaucoup et merci à la Bibliothèque municipale de nous accueillir. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Un tout petit mot d'introduction pour vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas peut-être aussi, ce qu'est Pop Science. C'est un service de l'Université de Lyon qui propose du coup de provoquer des rencontres comme celle de ce soir par exemple, pour que le public, vous, puissiez rencontrer des chercheurs, des spécialistes des sujets qui nous intéressent, sciences, société, l'environnement, l'alimentation, le vivre ensemble, puisqu'on en parlait. Et effectivement, l'idée, c'est que les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires de l'Université de Lyon, qui travaillent sur ces thématiques, qui en sont des spécialistes dans toutes les disciplines qu'on peut imaginer, tant en sciences humaines et sociales qu'en sciences expérimentales, vous puissiez discuter directement avec eux de ce qui se passe. Poser vos questions, entendre leur avis, leur point de vue, leur manière de faire aussi la science, leur méthodologie, et puis d'être dans vraiment un échange et une discussion. Il n'y a pas de vérité absolue, mais on a besoin de discuter de certains sujets ensemble. Donc c'est vraiment l'objectif de Pop Science. Pour cette soirée qui va vous être animée par Samantha Dizier, qui est la rédactrice en chef de ce numéro de Pop Science Mag, juste vous dire aussi que ce type de soirée et ce type d'objet, le Pop Science Magazine, ne pourrait avoir lieu et ne pourrait être réalisé sans le soutien de partenaires. Donc c'est important de le dire, c'est important de le citer. Ils sont tous représentés dans cette petite affiche ou à l'entrée. Ils sont en même temps soutien financier et ils nous soutiennent aussi toute l'année en étant présents à nos événements. Et pour ce numéro en l'occurrence, il y a aussi bien sûr des partenaires scientifiques qui sont les laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet. Une dernière petite remarque. On vous a présenté effectivement 2 intervenants. L'un est scientifique, l'autre est journaliste. Alors c'est un petit peu original. Les journalistes généralement sont animateurs de soirée, pas intervenants. Mais Marie est bien à sa place, on la convoque bien en tant qu'intervenante. L'objectif de ces regards croisés entre journalistes et chercheurs, c'est justement de dire un chercheur a sa compétence technique scientifique, un journaliste qui a travaillé sur un dossier, en l'occurrence Marie a travaillé sur un chapitre du Pop Science Mag, il a une autre vision. Il est allé un peu interroger la société, savoir quelles sont les rumeurs qui circulent sur ce sujet. Il a fait une enquête. Et son point de vue est intéressant de cette manière-là. Donc c'est vraiment un regard croisé de 2 approches différentes du sujet. Et je laisse tout de suite la parole à Samantha, qui va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci à tous d'être là ce soir avec nous. Bienvenue pour cette rencontre. Donc, pour démarrer, juste quelques mots sur ce nouveau magazine qui sort et que vous avez tout fraîchement imprimé entre les mains. Pour ce nouveau numéro, on a choisi de parler de la thématique de l'eau, qui nous semblait être une thématique vraiment dans l'actualité, on pourrait dire, qui se trouve vraiment au croisement entre les sciences et des problématiques de société. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler là-dessus. Et donc dans le numéro, vous allez pouvoir retrouver des disciplines variées. En fait, le but de Pop Science est toujours de croiser les disciplines
qu'elles soient de sciences humaines, de sciences expérimentales, autour de la thématique. Donc, vous allez pouvoir découvrir plein de choses dans le magazine, autour de l'économie, autour du droit, autour de l'hydrologie notamment. Et c'est justement d'un reportage photo qu'est tirée l'idée de cette soirée. Donc, Marie a notamment réalisé un reportage photo sur les installations du campus de la Doua, dont on aura l'occasion de reparler, sur la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est notamment une des thématiques que vous pourrez redécouvrir dans le MAG, mais si vous voulez aussi découvrir qu'est-ce que c'est le droit de l'eau, qu'est-ce que c'est les micropolluants qu'on va retrouver dans les eaux usées, est-ce qu'ils sont bien ou mal traités en station d'épuration, tout ça, vous pourrez le découvrir dans le magazine. J'en dis pas plus, je vous laisserai le lire après. Et juste pour finir cette petite introduction, j'aimerais remercier les membres du comité scientifique qui nous ont accompagnés sur ce numéro, les journalistes aussi, ainsi que notre direction artistique qui nous fait toujours des super illustrations. Voilà pour la présentation du magazine. Donc, pour inaugurer la sortie de ce numéro, on a choisi de parler d'eau usée en ville, car ça nous a semblé une thématique assez pertinente, notamment quand on se trouve au centre de Lyon, au cœur de Lyon, à la bibliothèque de la Part-Dieu. Et donc pour cela, Julie les a déjà un peu présentés, nous avons Marie Privé, qui est journaliste indépendante pour le Pop Science Mag, et Jean-Luc Bertrand Krajewski, qui est chercheur au laboratoire DEEP de l'INSA de Lyon. L'idée, c'est vraiment de faire dialoguer leurs disciplines qui vont être complémentaires, qui vont pouvoir croiser un petit peu des regards différents sur cette problématique des eaux pluviales. Des eaux en ville. Mais justement, j'ai un petit lapsus révélateur. Nous avons choisi de focaliser cette soirée pas seulement sur toutes les eaux qu'on va retrouver en ville, car il y en a un certain nombre, mais particulièrement sur les eaux pluviales. Donc, en guise de préambule, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel type d'eau on retrouve en ville et quels sont leurs réseaux ? Oui, on va commencer comme ça. Donc, on vous a préparé quelques illustrations pour vous figuriez bien les choses. Donc là, c'est dans les villes, vous avez deux types de réseaux, principalement. Donc là, ce qui est à l'écran, c'est un réseau unitaire. Donc vous avez, dans un réseau unitaire, vous avez à la fois les eaux usées, donc celles qui sortent de vos éviers, de vos toilettes, de vos lave-linges, lave-vaisselle, et les eaux pluviales, donc celles qui arrivent sur les toitures, sur les trottoirs, les chaussées, les cours, les parkings. Et ces deux types d'eau sont mélangés et arrivent au bout dans une station d'épuration que vous voyez ici en bas. Donc ça, c'est le principe des réseaux unitaires. On a aussi des réseaux séparatifs. Et cette fois-ci, pour une habitation, pour un bâtiment, on a deux réseaux. On a un réseau qui contient les eaux usées, qui vont à la station d'épuration, et vous avez un réseau qui collecte les eaux pluviales, indépendamment, d'où le nom de réseau séparatif. Et ce réseau d'eau pluviale, lui, renvoie directement les eaux pluviales qu'on collecte vers le milieu aquatique le plus proche, en général une rivière. Voilà. Ces deux types de réseaux, ils ont été à peu près inventés à la même époque, c'est-à-dire autour du milieu du 19e siècle. Et depuis, des gens discutent sur les vertus de chacun des deux. Et ce qui est important à savoir, c'est que si vous avez un réseau séparatif, l'intégralité des eaux de pluie va dans le milieu aquatique. Si vous avez un réseau unitaire, on a un petit souci, c'est que la station d'épuration, elle a une capacité limitée. Elle ne peut pas accepter plus qu'un certain débit, sinon elle ne va plus fonctionner. Et donc, quand il pleut un tout petit peu, l'intégralité arrive à la station et est traitée. Et quand il pleut un peu trop fort, et que les débits excèdent ce qui peut arriver à la station, il y a ce qui est illustré par la flèche orange, c'est-à-dire l'excédent qui ne peut pas arriver à la station et déversé directement dans le milieu aquatique. Voilà. C'est ce qu'on appelle un déversoir d'orage, qui marche normalement que quand il y a des gros événements pluvieux. Voilà, ça c'est les deux grands types d'eau. Et donc ça vous explique comment des eaux usées arrivent aux stations d'épuration et comment des eaux pluviales arrivent dans les milieux aquatiques. Voilà. Merci. Donc, si on comprend bien, donc il y a les eaux usées et les eaux pluviales qu'on va retrouver majoritairement en ville. Nous, on a choisi de se focaliser sur les eaux pluviales parce que c'est peut-être le sujet d'avenir, ce qui va nous permettre de, on va dire, modifier profondément
notre rapport à l'eau. Depuis quand, qu'est-ce qu'on fait en fait depuis toujours avec ces eaux pluviales? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va chercher à rejeter, à éloigner des villes? Est-ce qu'on s'en sert? Historiquement, comment ça s'est passé? Historiquement, le souhait des gens qui font des villes, c'est que les villes soient confortables. Donc si vous collectez toutes les eaux pluviales qui tombent sur les surfaces imperméables, si vous avez juste un bâtiment, ça va. Si vous en avez plusieurs, comme dans une ville, ça génère de l'eau qui va ruisseler sur les surfaces. Il faut les évacuer, sinon vous avez une inondation. Les eaux vont, avant que vous construisiez, avant l'urbanisation, l'eau s'infiltrait dans les sols. Si on urbanise, on crée des surfaces imperméables, artificielles, l'eau ne peut plus s'infiltrer, donc elle va ruisseler. Et si elle ruisselle beaucoup, ça crée des inconvénients, on va dire. Les gens n'aiment pas marcher dans les zones mouillées. Donc on a toujours essayé d'évacuer les eaux pluviales pour rendre les villes sèches et faciles de circuler pour le trafic, etc. Voilà. Donc si on regarde par exemple le cas de Lyon, ça c'est le relief à Lyon. Donc vous avez la partie nord-ouest avec du relief, la partie est-sud-est qui est très très plate. Ça, c'est les cours d'eau. Donc, vous voyez que dans la partie plate, est et sud-est, il n'y a pas de cours d'eau superficiel. Parce que le terrain fait que ça s'infiltre. Et donc, cette géographie-là, avec des ruisseaux dans des petites vallées sur la partie ouest, et puis pas de cours d'eau, pas de ruisseaux dans la partie est, ça a créé les conditions d'un système. Quand on superpose les deux cartes, ça explique pourquoi à l'ouest, on a des réseaux unitaires avec des déversoirs parce qu'il y a des cours d'eau dans lesquels on peut se rejeter. Et puis qu'à l'est, comme il n'y a pas de cours d'eau, on a mis essentiellement des réseaux séparatifs dont les eaux s'infiltrent directement à l'aval des zones où on les a collectées. Voilà. Donc on n'a pas les mêmes structures sur l'ensemble de la métropole de Lyon. Voilà, c'est pas dans toutes les villes comme ça, mais là c'est en partie l'histoire et la topographie et la géographie qui pilotent. Voilà. Et ça se voit très bien si vous prenez une vue aérienne comme ça. Vous voyez bien que c'est très plat à droite vers l'est et que c'est un peu plus vallonné et pentu sur l'ouest. Voilà. Et ça, c'est un graphique qui vous montre le territoire du Grand Lyon. Et ce qui est orangé, c'est la partie qui est urbanisée. Vous voyez l'évolution de la surface urbanisée depuis 1950 et la dernière carte date de 2010. Bon, on est en 2023, il faudra essayer de la mettre à jour. Mais vous voyez l'importance de l'augmentation de l'urbanisation. Donc, on peut imaginer ou comprendre qu'en 1950, on avait encore assez de surface pour pouvoir gérer l'ensemble des eaux. Et puis, plus vous urbanisez, plus les volumes ruisselés sont importants. Et donc, plus il faut créer des infrastructures pour évacuer toutes ces eaux pluviales. Voilà. Et donc, maintenant, un peu pour revenir sur actuellement, on a cherché à les évacuer, ces eaux pluviales. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon paradigme? Ou est-ce qu'il faudrait changer de paradigme aujourd'hui? Alors, il faut remonter à nouveau à l'histoire, ça permet de comprendre d'où viennent les choses. Pendant longtemps, plus de 100 ans, on a considéré que les eaux usées étaient très contaminées, polluées. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des stations d'épuration. Parce qu'au début, on déversait les eaux usées sans station d'épuration. On s'est rendu compte que ça dégradait les rivières. Donc on a dit qu'il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on s'est mis à faire. Et en même temps, on a admis que les eaux pluviales n'étaient pas très, très contaminées. Bon. Et donc, à partir du moment où vous imaginez ou vous concevez que quelque chose n'est pas très contaminé, vous l'évacuez sans trop de soucis. Et puis, les déversoirs d'orage, c'est basé sur une théorie que, le jour où ça déborde, on a tellement dilué les eaux usées qu'il n'y a plus trop d'inconvénients à craindre. Voilà. Bon. Et puis, avec le temps, les idées ont un peu évolué. On s'est mis à regarder quelle était vraiment la qualité de l'eau dans les réseaux d'eau pluviale. Et on s'est rendu compte que les eaux pluviales transportaient elles-mêmes beaucoup de polluants. Pas tout à fait les mêmes, pas dans les mêmes conditions, mais suffisamment pour empêcher, par exemple, que la qualité des milieux aquatiques s'améliore de nouveau. Alors, ça, c'est pour vous donner un exemple historique. En Hambourg, en 1842, il y a eu un énorme incendie qui a détruit à peu près un tiers de la ville. Et donc, ils ont reconstruit la ville en faisant venir un ingénieur anglais qui a appliqué les premiers principes d'hygiénisme, d'hygiène publique qui étaient en cours de réflexion. Et donc, si vous regardez le schéma attentivement, vous pouvez voir ici, au milieu de la rue, il y a un réseau.
Et ça, c'était les premiers réseaux unitaires modernes qui avaient été construits. Et donc, vous collectez à la fois les eaux usées des habitations. L'ingénieur qui a fait ça, il a aussi inventé la route bombée. Avant, il y avait plutôt un creux au milieu des chaussées. Et donc, en inventant une route bombée avec des bordures de trottoirs qui collectent les eaux, il récupère les eaux pluviales sur les chaussées et les envoie aussi dans le même réseau. Donc ça, c'était les prémices des réseaux unitaires. Et on a développé des réseaux comme ça avec des tuyaux qui n'étaient pas énormes. Et puis, comme il y a de plus en plus d'urbanisation, de plus en plus de surfaces imperméabilisées, il faut augmenter la taille des ouvrages. Donc on est arrivé à des choses, j'aime bien cette diapositive, on a même transformé les grands égouts en tournage de cinéma, pour ceux qui connaissent. C'est le film Le Troisième Homme avec Orson Welles. Voilà. Et donc, on a des choses, même à Lyon, par exemple, ils ont construit certaines parties des réseaux d'assainissement qui sont sous vos pieds avec des tunneliers, des systèmes de plusieurs mètres de diamètre. Et donc, au bout d'un moment, on arrive, avec la même logique, de collecter de plus en plus d'eau dans des infrastructures. On est amené à les faire de plus en plus grandes et de plus en plus coûteuses aussi. Et donc, en ayant cette question ou cette préoccupation du gigantisme et du coût d'un côté, et puis le fait que les eaux pluviales contiennent aussi quand même des polluants, ça a amené à reconsidérer les choses depuis 40, 50 ans. Justement, si on s'arrête un peu sur cette question des polluants, parce qu'on vient de le voir, du coup, les polluants, il y en a ils peuvent être jetés, notamment par les déversoirs d'orage dans le cas des réseaux unitaires, ou dans le cas des réseaux séparatifs, ils peuvent être entraînés par les eaux pluviales. Donc, pour démarrer un peu la question d'un point de vue peut-être plus médiatique, quand on parle de polluants, on a tous en tête, j'imagine, des scandales qui ont eu récemment dans les médias sur des polluants qu'on a retrouvés dans l'eau. Est-ce que, Marie, tu peux nous parler un petit peu de comment on traite en fait, médiatiquement ces questions ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Du coup, oui, en effet, sur cette question, en fait, dans les médias grand public, je vous ai mis quelques petites coupures de presse ici. On a pas mal entendu parler du sujet à travers les PFAS, qu'on appelle aussi les perfluorés. On les a beaucoup surnommés dans les médias les polluants éternels. Ce sont des composés chimiques toxiques et persistants qui sont présents dans plein de produits, donc on utilise au quotidien. Vous avez par exemple les résidus médicamenteux, vous avez les molécules issues des plastiques comme les phtalates. On a aussi les parabènes ou les filtres UV qui sont issus des cosmétiques. Donc en tout, il y a presque 4000 composés chimiques qui sont concernés par ça. Et donc ces polluants, on les retrouve donc dans les eaux usées, donc d'origine domestique, comme je viens de dire, mais aussi d'origine du coup industrielle et agricole, bien sûr. Mais donc ces eaux usées, même si elles sont traitées en station d'épuration, comme a dit Jean-Luc, le problème c'est que les stations, elles sont pas conçues pour éliminer tous les types de polluants. Et donc c'est en partie comme ça qu'on va retrouver ces fameux polluants éternels dispersés dans l'environnement. Voilà. Donc ça c'est une chose. Après dans les médias, on a effectivement beaucoup traité également du sujet des contaminations de grande ampleur par l'industrie. Donc ça a pas mal marqué l'opinion publique récemment parce qu'on a eu ces dernières années plusieurs scandales environnementaux et sanitaires, malheureusement, de cet ordre. On se souvient notamment du cas des usines Lactalis. Donc ça avait été révélé par le média d'investigation Disclose, qui avait été relayé aussi par Mediapart, donc qui avait révélé que donc, des fromageries industrielles appartenant à la multinationale déversaient directement leurs eaux usées polluées dans les cours d'eau attenants. Donc ça avait été montré notamment à Rétier, en Ille-et-Vilaine, ou plus proche de chez nous, à Saint-Just-de-Clé, en Isère. Autre exemple aussi, il y a l'usine ST Microelectronics, que vous connaissez peut-être, donc le géant des puces électroniques, qui est installé à Crolles, en Isère aussi.
les pauvres. Donc là-dessus, on a eu plusieurs enquêtes journalistiques aussi qui ont dénoncé en fait l'accaparement et la pollution massive de l'eau des Alpes, qui a ensuite été rejetée directement dans le milieu naturel. Et donc là, on comprend en fait d'autant plus comment cette pollution, elle converge directement vers les rivières, puis vers les fleuves, les mers, les océans, qu'elle peut aussi s'infiltrer directement dans les nappes phréatiques, donc avec les conséquences néfastes qu'on connaît sur la biodiversité et sur les milieux aquatiques, et puis la ressource en eau potable aussi. Voilà, par contre, c'est vrai, et là je me tourne vers vous, Jean-Luc, c'est vrai que comparativement à ce sujet des eaux usées contaminées, moi j'ai l'impression, en tout cas dans la sphère médiatique, du coup c'est peut-être un peu le cas aussi pour le grand public, on parle moins, en fait, vous en avez un petit peu parlé justement, mais on parle moins des eaux pluviales en fait, qui transportent justement elles aussi des polluants vers les milieux aquatiques. Et du coup, je me demandais un peu dans quelle mesure les eaux pluviales et leur ruissellement, elles provoquent des transferts de polluants dans l'environnement. Désolée Samantha, je me soustrais à toi, réflexe de journaliste. Oui, dans les eaux de ruissellement, comme les eaux de pluie ruissellent sur les surfaces, elles vont entraîner ce qui se trouve sur les surfaces. Et donc quand on regarde les surfaces urbaines, on a une très grande diversité de polluants. Donc on a de la matière organique, par exemple. Et donc la matière organique va être entraînée par le ruissellement. Et en trop grande quantité, quand les rejets arrivent dans les rivières ou les milieux aquatiques, dans certains cas, ça peut conduire à des mortalités piscicoles. Parce que la quantité de matière organique qu'on envoie dans le milieu aquatique, les bactéries qui sont dans le milieu aquatique vont dégrader cette matière organique, et pour faire ça, elles prennent de l'oxygène. Et si elles prennent de l'oxygène et qu'il y a un gros apport de matière organique, ça fait moins d'oxygène pour les poissons, et les poissons se retrouvent le ventre en l'air à la surface de l'eau. Ça fait des mortalités piscicoles. Donc c'est un exemple un peu extrême, mais ça a été observé dans pas mal de villes dans le monde, y compris à Paris, en France, par exemple, dans les années 80. Les eaux pluviales, elles vont ruisser sur les toitures, sur le mobilier urbain, donc elles vont transporter ce qu'on appelle des métaux. Donc dans les eaux pluviales, on retrouve du zinc, beaucoup de zinc. On retrouve aussi du plomb, on retrouve du cadmium, du cuivre, et puis de tas d'autres métaux, mais les quatre là, on les trouve assez systématiquement partout, parce qu'ils ne sont pas liés à une activité particulière, ils sont liés à le fait qu'il y ait une ville. Voilà. Et puis, il pleut rarement de façon parfaitement verticale, donc il y a toujours un peu de vent, donc la pluie, elle va toucher les murs. Et dans les enduits sur les murs, il y a des produits antifongiques pour qu'il n'y ait pas trop d'algues ou de champignons ou de choses, de mousse qui se développent. Progressivement, on rince ces produits, on les retrouve dans l'environnement, dans les eaux pluviales. On retrouve des molécules organiques diverses, des pesticides, des retardeurs de flammes. Enfin, avec les collègues qui regardent ça de près, on trouve presque tous les polluants qu'on cherche. Alors après, à des quantités des fois très faibles, mais voilà. Donc les eaux pluviales véhiculent un très grand nombre de polluants, de tout type, de toute nature, dont un certain nombre ne sont pas traitables même par les stations d'épuration classiques. Et par rapport aux eaux usées, justement, est-ce que ça transfère plus de polluants ou pas? Est-ce qu'on peut faire comme ça comme ça, c'est difficile. Parce que les eaux usées, c'est tous les jours. Ouais. D'accord ? Donc ça arrive régulièrement, de façon assez répétable d'une journée à l'autre, sauf dans les zones touristiques où il y a des grosses variations de population. Mais sinon, il y a une certaine répétabilité dans ce qu'on trouve dans les eaux usées. Alors que les eaux pluviales, d'une pluie à l'autre, vous vous rendez bien compte, il ne pleut pas régulièrement. Quand il pleut, des fois c'est un tout petit peu, des fois c'est très fort. Des fois, il n'a pas plu depuis des semaines. Il n'y a pas la même mobilisation de polluants que s'il a plu le matin même, par exemple. Donc, contrairement aux eaux usées qui sont largement reproductibles et assez répétables dans leur comportement, les eaux pluviales, c'est extrêmement variable. Après, les polluants ne sont pas les mêmes non plus. Il y en a qu'on trouve dans les deux types d'eau. Tout ce qui, je parlais de matière organique, on a aussi de l'azote et du phosphore dans les eaux usées. C'est pour ça qu'on a fait les stations d'épuration. Donc elles sont faites essentiellement pour traiter la matière organique, l'azote et le phosphore, puisque chacun d'entre nous, là, journellement, on rejette dans nos urines 12-15 grammes d'azote et quelques grammes de phosphore. Voilà. Donc si on laisse ces substances arriver dans l'environnement sans les retirer des eaux usées,
ça fait une espèce d'engrais qu'on ajoute. Hein, c'est de l'azote et du phosphore, donc c'est utilisé comme fertilisant. Et donc ça crée des développements d'algues, par exemple, dans les milieux aquatiques. Donc c'est pour ça qu'on traite ces polluants dans les stations d'épuration. Il y en a, mais beaucoup moins dans les eaux usées, dans les eaux pluviales, pardon. Les eaux pluviales, elles vont transporter, par contre, voilà, des métaux, des hydrocarbures, des particules sur lesquelles sont fixés d'autres polluants. Donc, c'est pas les mêmes flux et c'est pas les mêmes natures de polluants. Et donc, ces polluants qu'on retrouve dans les eaux pluviales comme les métaux, tu as évoqué déjà le fait que ça pouvait tuer des populations de poissons. Est-ce que ça a d'autres effets sur l'environnement ou même sur l'homme en conséquence? Alors, c'est pas les métaux qui tuent les poissons. C'est la chute d'oxygène dissous due à la matière organique. Les métaux, ils ont une propriété, pour certains d'entre eux, d'être ce qu'on appelle bioaccumulables. Donc, et ils s'accumulent dans ce qu'on appelle les chaînes trophiques, c'est-à-dire les chaînes alimentaires. Donc il y a des choses qui sont documentées là-dessus et bien connues depuis les années 50. Alors au tout début, ça n'a pas été identifié pour les eaux pluviales, mais on le retrouve dans les eaux pluviales. Donc par exemple, on va avoir des algues, de la végétation qui va un peu accumuler ces métaux. Il va y avoir de la faune qui va manger ces algues, s'en nourrir. Et puis des poissons, si on est dans un milieu aquatique, qui va se nourrir du niveau précédent d'animaux, etc., jusqu'aux poissons carnivores. Et on observe que dans la chair de ces poissons, par exemple, les métaux s'accumulent. Alors si ça s'accumule de façon modérée, il n'y a pas énormément de conséquences, mais si ça s'accumule de trop, on finit par avoir des problèmes de mauvaise santé des poissons, de taux de reproduction qui baisse, de morbidité qui augmente, etc. Et ça crée des dommages, alors pas forcément en termes d'individus, mais en termes de population de poissons. Donc il y a des organismes comme ça qui finissent par disparaître de certains milieux parce que certains polluants se sont accumulés. Alors si on prend l'exemple du Rhône, mais en l'occurrence ce n'était pas lié aux eaux pluviales, mais c'était les PCB dans le Rhône. Voilà, ça c'est des polluants qui peuvent s'accumuler. Il y a d'autres polluants qui sont toxiques à certaines doses. Comme les polluants sont très divers, leurs impacts sur les écosystèmes sont aussi très divers. Merci. Et donc, du coup, la question, c'est maintenant qu'on sait que dans les eaux pluviales, on retrouve aussi des polluants, que ces polluants, ils ne sont pas forcément traités en station d'épuration et qu'ils peuvent se retrouver directement dans l'environnement. La question, c'est qu'est-ce qu'on a comme solution? Et il y a notamment tout ce qui va être désimperméabilisation et végétalisation des villes. Est-ce que, Jean-Luc, tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, en quoi ça consiste? Alors, on a compris que c'est à force d'urbaniser qu'on a créé une partie du problème. Donc, l'idée, c'est de rendre les surfaces urbaines moins artificielles qu'elles n'ont été, et notamment de remettre de la perméabilité là où on en a enlevé. Et donc, là où on avait des surfaces étanches, imperméables, c'est de permettre à nouveau à l'eau de s'infiltrer. Donc, on va remplacer, par exemple, du macadam quasiment étanche par du gravier, des pavés poreux. Après, ça dépend de l'usage qu'on veut déchausser. On va proposer aux gens que, chaque fois que vous avez des cours, des parkings, c'est pas forcément nécessaire de tout bétonner, asphalter, etc. Donc remettre du terrain naturel pour que l'eau puisse s'infiltrer. Donc l'idée, c'est de transformer l'urbanisme. Alors ça prend longtemps parce que ça se fait pas en quelques années, mais c'est d'avoir une stratégie de long terme consistant à dire on va désimperméabiliser pour favoriser le retour de l'eau de pluie directement dans le sol, là où elle tombe. Et on observe aussi que le ruissellement là, qui se propage, comme ça, il transporte les polluants jusqu'au milieu aquatique qui était représenté sur la diapositive tout à l'heure. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que si on évite ce ruissellement et qu'on gère localement, on évite les transferts de polluants. Alors les polluants ne disparaissent pas par magie, mais au lieu d'être tous transportés vers un milieu aquatique avec des impacts éventuellement importants, ils sont gérés localement. Donc on les transfère moins. Donc la métropole de Lyon travaille notamment sur la désimperméabilisation parmi d'autres villes. Et puis la végétalisation, ça c'est un volet qui est un petit peu plus récent, mais qui est assez lié pour des raisons diverses. On a entendu parler de l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Donc si on veut réduire les températures en ville, un des meilleurs moyens, c'est la végétalisation. Donc
si on crée des espaces végétalisés, en général, ils sont perméables, donc ils permettent à la fois d'infiltrer les eaux pluviales, de remettre du végétal en ville, d'évapotranspirer, ce qui ça qui permet de rafraîchir, de refroidir, d'avoir de l'ombre. Alors après, on se pose de nouvelles questions, parce que comme j'ai dit que les polluants n'avaient pas disparu, ils descendent avec l'eau qui s'infiltre. Donc c'est à nous de concevoir des systèmes qui vont filtrer et intercepter, pour qu'au bout d'un certain temps, par exemple, on va aller enlever ces polluants et les traiter, ces sols, par exemple, comme des sols contaminés. Donc on peut les dépolluer. Donc on a des collègues qui travaillent sur ces questions-là. Et pour éviter qu'il y ait trop de migration de polluants vers les sols et les nappes. Voilà. Après, il y a des pistes plus larges qui sont d'éviter d'avoir des polluants. Donc, par exemple, je parlais des enduits de façade. Est-ce qu'on peut trouver des produits plus biodégradables, moins impactants, des matériaux qui relarguent moins? Donc, en gros, on peut avoir des réflexions qui vont vers complètement changer les matériaux ou réfléchir autrement aux choses qui composent le matériau des villes elles-mêmes. Et donc, concernant ces polluants, tu as parlé d'expérimentation sur le comment est-ce qu'on pourrait dépolluer ces sols. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place ou c'est juste à l'état d'expérimentation pour l'instant? Il y a beaucoup d'expérimentations. Il y a quelques endroits où il y a des suivis qui sont faits. Il y a des endroits où on a infiltré les eaux pluviales depuis 10 ans, 20 ans. Voilà, un certain nombre de collègues, on a suivi des bassins d'infiltration des eaux pluviales qui sont dans la banlieue est de Lyon, là, du côté de Chassieux. On a observé sur 20 ans comment les polluants descendaient. Et on a observé que les polluants qui sont sur les particules, par exemple, le sol a un effet filtrant et de rétention. Et au bout de plusieurs 10-20 ans d'infiltration, on n'avait pas de polluants beaucoup plus bas que 1 mètre. Enfin, disons, à partir d'1 mètre, c'était pas plus contaminé que le sol témoin, en quelque sorte. Voilà. Après, il y a des polluants qui sont dissous, qui, eux, vont descendre éventuellement plus loin avec l'eau. Donc, il y a des gens qui travaillent à inventer, par exemple, des couches de matériaux qui vont retenir par des réactions chimiques ces polluants pour qu'ils ne descendent pas plus bas. Voilà. Donc, il y a des tas de pistes en cours. Mais dès qu'on va filtrer et intercepter, il faut comprendre qu'il y a toujours un jour où on va saturer le système. Donc il faut prévoir qu'à une certaine échéance, il va falloir reprendre le matériau, le traiter et en remettre un neuf ou le même après décontamination. Et en dehors des polluants, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire aussi, de désimperméabiliser, de végétaliser les villes? Quels autres avantages ça a? Il y avait déjà l'effet de chaleur urbain. L'idée aussi, c'est que plus les villes s'étendent, plus ça imperméabilise, moins les nappes en dessous peuvent se recharger. Donc l'idée, c'est qu'à l'échelle d'une grande zone urbaine, en permettant l'infiltration, on permet à l'eau de retourner vers les nappes, ce qui est important pour les sols, pour les ressources en eau, etc. Et donc au lieu d'envoyer l'eau directement à l'aval dans les milieux aquatiques, on essaye de l'infiltrer localement le plus possible. Et puis, il y a des pistes de réflexion sur l'utilisation de l'eau de pluie. Donc, on retrouve des choses qu'on avait il y a des siècles avant. Mais donc, il y a des pays qui ont été confrontés, par exemple, avec des manques d'eau, des sécheresses. J'ai des collègues en Australie, il y a eu la décennie sèche il y a quelques temps. Les gens collectaient les eaux de pluie pour s'en servir à l'intérieur de leurs bâtiments, pour le lave-linge, pour les toilettes, pour irriguer le jardin ou des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi des choses qui se développent, soit par des privés dans leur propre habitation, soit dans des bâtiments publics. Voilà. Marie, dans tes recherches, est-ce que tu as pu repérer des exemples de projets en fait, de végétalisation, de déperméabilisation des villes, notamment à Lyon, par exemple? Oui. C'est vrai que du coup, dans mes recherches là pour les articles, je me suis rendu compte que le Grand Lyon, il est quand même pas mal proactif sur ces problématiques. La métropole, elle est engagée depuis 2015 dans le projet Ville perméable, qui est en partie financé par l'Agence de l'eau et qui a pour objectif d'atteindre 400 hectares désimperméabilisés d'ici 2026. Donc on est déjà pas mal engagé dans le projet. Et au niveau du coup des projets concrets qui ont abouti et qui fonctionnent,
Je pense que c'est intéressant de parler notamment de l'exemple un peu historique du parc technologique de la Porte des Alpes. Donc c'est à Saint-Priest. Donc en fait, ça a été l'un des premiers projets dans la région lyonnaise à appliquer ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc dès sa conception en 1996. Donc ça montre aussi que c'est des réflexions qui sont pas toutes récentes non plus, quoi. Et donc pour ce projet, il y a eu des paysagistes, des urbanistes et des experts de l'eau qui ont été mobilisés et qui ont du coup travaillé ensemble à la mise en œuvre de techniques dites du coup alternatives à l'époque. Elles le sont plus tellement aujourd'hui, mais du coup ça va être des noues, des bassins d'infiltration. Il y a des tranchées drainantes aussi. Et donc du coup ça a bien marché. Et c'est devenu avec le temps un petit peu un cas d'école en fait, qui a permis de montrer tout l'intérêt de la collaboration interdisciplinaire pour réussir à vraiment intégrer le développement durable dans les projets urbains. Et ça sert en fait aujourd'hui d'exemple pour les autres projets qu'on peut voir aujourd'hui. Et du coup, justement, pour en citer quelques-uns, de ces exemples un petit peu plus récents. Merci. Donc on en a un qui a été inauguré en juin dernier, juste à côté, c'est sur la place Marcaron, donc c'est face à la mairie du 3e arrondissement. Donc là-bas, il y a des tranchées d'infiltration en fait, des eaux pluviales qui ont été construites et du coup qui permettent de désimperméabiliser plus de 4000 m² de surface. Pardon. Voilà, on a aussi l'exemple des arbres de pluie qui est sympa à évoquer. Donc en fait, ça consiste à agrandir les pieds d'arbres qui sont plantés en ville en remplaçant le bitume par de la pleine terre. Et on va du coup, donc ça va, voilà. Il y aura moins de bitume et on va aussi profiter de ce grand carré de terre en fait pour planter différentes espèces végétales. Et du coup, favoriser la diversité et aussi, comme vous parliez tout à l'heure, Jean-Luc, l'évapotranspiration qui va permettre de rafraîchir la ville. Donc ça, il y a les plus récents, ils ont été aménagés à Couzon-au-Mont-d'Or en avril dernier. Ce qui est bien aussi sur ces projets, c'est que ça permet, on peut inclure aussi des jeunes, des habitants aussi qui peuvent aider, parce que c'est pas des travaux très compliqué, donc c'est vrai que la métropole aime bien organiser ce genre de choses. Et peut-être que vous les avez déjà remarqués aussi, mais depuis 2021, il y en a dans le 6e arrondissement de Lyon. C'est dans les rues Vauban et Juliette Récamier. Voilà, et les prochains à être créés, ce sera à Vénissieux. Et pour finir, on peut aussi citer le programme de désimperméabilisation et de végétalisation des cours de collège. Donc là, il y a 6 collèges publics qui ont été rénovés entre 2021 et 2023. Il y a notamment le collège Lamartine qu'on peut voir du coup à droite. Donc ça, c'est à Villeurbanne. Donc là, la cour, elle a été entièrement désimperméabilisée. Revégétalisé aussi, donc il y a une trentaine d'arbres qui ont été plantés, il y a des plantes vivaces aussi qui ont été intégrées dans l'espace. Donc voilà, donc ça, il y a tout le côté technique, mais c'est aussi, ça permet aussi d'améliorer le cadre de vie des élèves et puis du personnel enseignant. Et du coup, là, tout récemment, fin septembre, il a été voté la poursuite de ce programme, qui sera du coup étendu à 9 autres établissements entre 2024 et 2027. Voilà, donc c'est vrai qu'en s'intéressant à tout ça, on a l'impression en fait que, effectivement, techniquement, on peut mettre en place plein de solutions, mais du coup, en pratique, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que aussi, peut-être, se demander si, c'est plus une question que j'ai pour vous, Jean-Luc, si la désimperméabilisation, en fait, elle est toujours possible et même toujours souhaitable dans certains endroits. Alors, c'est vrai que la tendance, c'est d'essayer d'aller dans un sens vers des villes plus naturelles et de réduire l'artificialisation et l'imperméabilisation. Alors, à un moment donné, on s'est dit, on va infiltrer. Alors,
Après, il faut faire ça avec intelligence. Si la nappe est très haute, c'est pas très recommandé. Il faut garder cette épaisseur qui permet de filtrer et de retenir un certain nombre de polluants. On est en contact avec la métropole de Lyon. Est-ce qu'on peut infiltrer dans des zones, puisque les villes, elles ont, comme on dit, elles se construisent sur elles-mêmes au cours des décennies et des siècles. Il y a des zones où on sait qu'il y a eu des activités industrielles ou des sols qui ont été contaminés. Donc, est-ce que c'est judicieux d'infiltrer là? Est-ce qu'on ne va pas, en faisant repasser de l'eau de pluie infiltrée, remobiliser des polluants qui ont eu le bon goût de s'arrêter là où ils étaient interceptés? Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on teste, qu'on regarde. On ne sait pas répondre actuellement. C'est pas facile sur les zones très pentues, c'est pas facile sur des zones à risque géologique. Alors les risques, par exemple, c'est les balmes sur Lyon, mais il y a d'autres villes à Paris, c'est le gypse où on va dissoudre le sol, donc c'est pas très. Voilà, donc il faut faire le plus possible, je dirais, là où c'est faisable dans des conditions qui marchent bien. Voilà. Après. Quand on construit l'exemple de Port des Alpes, c'est intéressant parce que, mais c'était, je ne vais pas dire ça par dédain, mais c'était facile parce que c'était une zone vierge qu'on a urbanisée. L'enjeu maintenant, c'est de changer les villes existantes. Donc, et là, c'est plus difficile parce que reconquérir du terrain, de l'espace, on peut trouver sympathique de végétaliser, etc. Ça apporte plein de bénéfices. Sur les eaux pluviales, sur la température. Il y a des tas d'études faites par des collègues qui ont montré que quand il y avait de la végétalisation dans les villes, la sociabilité, le bien-être des habitants s'améliorait. Ça pouvait contribuer, s'il y en avait suffisamment, à la biodiversité, qui est aussi un peu en mauvais état. Donc il faut la restaurer. Alors ce n'est pas 3 arbres ici et là qui font quelque chose, mais à partir du moment où on a des continuités écologiques, on peut vraiment améliorer les choses. Ça a des effets bénéfiques sur la délinquance, sur la place des femmes dans les villes. Par exemple, on a observé que là où il y avait plus de végétation, il y avait plus de femmes dans les villes, à l'extérieur de chez elles. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'accaparement de l'espace public par les hommes quand c'était végétalisé. Donc il y a des tas d'aspects. C'est pour ça que la gestion des eaux pluviales, elle est imbriquée avec plein d'autres disciplines et d'autres champs pour faire évoluer la ville. Donc à un moment donné, c'est comme tout, il y a une tendance où on dit ouais, on va infiltrer partout, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours faisable. Et puis on a des villes qui existent, qui évoluent au cours des décennies, voire des demi-siècles ou des siècles. Donc il faut avoir une stratégie qui gère la transition sur le long terme. Et Lyon, mais plein d'autres villes dans le monde, ont des réseaux classiques qui existent, qui sont toujours là, qui rendent quand même service. Donc il faut arriver à utiliser au mieux chacune des infrastructures qui existent, celles qui sont là depuis longtemps, qui continuent à rendre des services, et puis en même temps, qu'on continue à les faire fonctionner le mieux possible, changer vers des choses plus végétalisées, plus vertes, plus infiltrantes, plus aussi évapotranspirantes. Voilà. De ce point de vue-là, par exemple, un arbre, ça évapotranspire, donc ça rafraîchit l'air beaucoup plus qu'un carré de gazon. Donc il vaut mieux des arbres que de l'espace vert simple. Après, il faut choisir les espèces. Donc là, on travaille avec des jardiniers, des paysagistes. Enfin, voilà. Mais c'est clair que la tendance est d'aller vers ça, et ça, on l'observe dans le monde entier. Voilà. Et je me demandais, du coup, comme les premiers exemples, a priori, de ce type de projet, ça date des années 90. Là, on est en 2020, on a l'impression qu'il y a de plus en plus ce type de projet. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été développé avant? Est-ce que c'est peut-être, par exemple, parce que il faudrait, du coup, reconstruire un peu les villes? Quels ont été les principaux blocages? Ils sont nombreux. Les tout premiers essais qui allaient dans le sens-là, ça remonte quasiment aux années 70. Donc, parce que les gens qui gèrent l'eau en ville, on les a formés, éduqués pendant longtemps à gérer de l'eau avec des tuyaux. Et donc d'autres systèmes, ce n'est pas des solutions auxquelles ils pensaient. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on les a appelées des solutions alternatives. Alors ça voulait dire alternatives aux tuyaux. Mais quand on dit que c'est une solution alternative, c'est juste une possibilité, c'est pas forcément incitatif. Et voilà, donc il y a une espèce d'habitude des pratiques. Voilà. Puis aussi le côté multidisciplinaire. Si je fais un tuyau enterré, ma foi, je fais un tuyau enterré, j'ai pas à interagir avec les urbanismes, avec les gens de la chaussée. Si je fais des chaussées poreuses, je fais des nœuds, il va falloir interagir avec les gens du paysage, avec de la voirie. Avec des tas d'autres partenaires, la gestion des routes, des déchets. Et donc, c'est une façon de travailler qui n'est pas non plus habituelle pour plein de gens, puisque vous savez, les services techniques dans les villes, c'est la
plupart du temps, c'est bien cloisonné. Il y a les gens de la propreté, il y a les gens des espaces verts, il y a les gens des réseaux, il y a les gens de l'eau potable. Et ça marche comme ça, ce qu'on appelle le fonctionnement par silo. Et donc, quand on crée des objets comme ça, beaucoup plus intégrés, faut que les gens travaillent ensemble. Et c'est pas forcément non plus dans les habitudes. Et puis, quand on a des choses nouvelles, il y a les enthousiastes qui ont envie d'en faire tout de suite. Et puis, il y a ceux qui demandent des preuves. Donc, pour avoir des preuves, il faut qu'on les ait construites, qu'elles soient suivies, instrumentées, et qu'on puisse avoir, par exemple, avec des expérimentations de chercheurs, savoir, ça fonctionne pas bien, ça fonctionne bien dans telles conditions. Un des enjeux forts pour toutes ces techniques végétalisées, c'est la maintenance. Et par exemple, là, on parlait de chaussées poreuses, par exemple, nous on en a sur le campus, au bout d'un certain temps, elles se colmatent. Donc il y a des dispositifs, il y a des méthodes pour les décolmater, mais il faut le faire. Donc là, on a un petit bout de parking à côté de notre labo qui est quasiment colmaté. Ça a été construit il y a 8-9 ans. Donc voilà, on est en train de faire venir une entreprise pour nous décolmater le système. Et nous, comme on est chercheurs, on va s'amuser à regarder de combien il est colmaté et de qu'est-ce qu'on récupère comme capacité d'infiltration après le décolmatage. Donc c'est un objet de recherche, en plus d'être un parking pour les gens sur le campus. Donc on essaie de combiner les deux. On a photographié ça dans le reportage. Vous pourrez le retrouver dans le magazine. Petite promo. Alors donc là, on a parlé effectivement de ces eaux de pluie, comment on peut mieux les gérer, mieux les laisser s'infiltrer dans le sol. Mais ces eaux de pluie, au lieu de simplement les évacuer, on pourrait aussi les utiliser, les collecter et en faire quelque chose, en fait, tout simplement. Donc Jean-Luc, si tu peux nous donner quelques exemples de qu'est-ce qui peut être mis en place pour récupérer ces eaux de pluie et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, ça dépend. Là, on a parlé d'eau de pluie ou d'eau pluviale sur toutes les surfaces urbaines. Après, il faut faire un peu attention. Donc, par exemple, les eaux de pluie sur les autoroutes, c'est beaucoup plus contaminé par les hydrocarbures et des polluants que juste l'eau qui ruisselle sur la toiture d'un immeuble ou d'une maison individuelle. Donc, la plupart des eaux qu'on collecte pour les utiliser après, c'est essentiellement des eaux de toiture, parce qu'elles sont les moins contaminées en général. Et donc là, on les stocke un peu, et puis on peut directement brancher ça sur, des toilettes. Voilà. Ça se fait dans des maisons individuelles, ça se fait dans des collectifs. Par exemple, il y a des écoles, des universités où les toilettes sont alimentées uniquement par de l'eau de pluie, s'il y en a assez. Mais ça évite de consommer de l'eau potable pour alimenter les toilettes. Ça marche pour les lave-linges, pour nettoyer... pour des usages de lavage, de sol, etc. Et puis pour arroser son jardin si on est en habitat individuel. Il y a des entreprises qui ont pris des eaux de pluie collectées sur les bâtiments, par exemple pour des stations de lavage de poids lourds. On peut utiliser de l'eau de pluie collectée pour laver des poids lourds dans une installation plutôt que d'aller chercher de l'eau potable pour le faire. Et puis, il y a d'autres usages qui se développent. Pendant longtemps, comme la France était un pays où on considérait que les ressources en eau, il y en avait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'importance à attribuer à recycler ou réutiliser des autres sources d'eau. Donc on a dit non, pour tous les usages, vous prenez de l'eau potable. Le critère majeur étant l'hygiène publique. Bon, mais comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure, dans des pays où la ressource elle est limitée ou contrainte, les gens utilisent plus les eaux pluviales qu'on ne le fait vers chez nous. Mais peut-être qu'avec des précipitations qui baissent, des modifications climatiques, on va peut-être aller davantage vers ça. Et pendant longtemps, il y avait des freins réglementaires. C'est-à-dire que pour qu'on puisse utiliser de l'eau de pluie collectée pour certains usages, il fallait qu'elle ait presque, dans certains cas, une qualité équivalente à celle de l'eau potable. Donc la conséquence, c'est que des gens ont utilisé de l'eau de pluie sans trop demander d'autorisation. Et puis là, il y a eu récemment un petit peu des adaptations de la réglementation pour permettre plus de choses. Voilà. Nous, on avait quelques années, on voulait faire une expérimentation, récupérer de l'eau de pluie dans des bâtiments de l'INSA. Et pour une manip expérimentale, voir ce qu'on pouvait faire, l'idée, c'était de faire un brumisateur pour rafraîchir l'air. Il y a des villes, on fait ça quand il fait très chaud, mais des brumisateurs.
on avait des contraintes telles qu'on n'a pas pu faire le projet. Il fallait garantir qu'il n'y ait aucun micro-organisme dans l'eau, parce que si les micro-gouttes étaient inhalées par les gens et leur donnaient des maladies, c'est tout à fait compréhensible. Mais on n'avait pas les moyens d'assurer ce service-là. Mais ça peut se faire, il y a des endroits, c'est fait. Par exemple, les gens ont des petits dispositifs qui vont, avec des lampes UV, par exemple, éliminer les micro-organismes. Et donc rendre l'eau propre d'un point de vue microbiologique. Après, on n'a peut-être pas l'équilibre attendu entre le magnésium, les nitrates dans l'eau. C'est pas une eau potable. Et l'eau potable, c'est de l'eau que vous pouvez boire pendant 70 ans au moins sans être malade. Donc, on n'est pas arrivé au point de devoir rendre l'eau de pluie dans cet état-là, mais au moins qu'elle soit, je dirais, inoffensive pour des gens en contact. On ne va pas aller la boire non plus. Mais il y a à peu près un mois, j'ai entendu une conférence faite par une collègue en Californie, où ils sont arrivés au début, ils ont commencé par recycler des eaux de pluie dans leurs bâtiments. Après, ils ont recyclé les eaux grises. Donc les eaux grises, c'est ce qui sort des lavabos, des douches. Voilà. Parce que c'est finalement, c'est un peu de savon, un peu de gel douche, un peu de particules, un peu de peau qui s'en va quand on se frotte. Mais c'est pas extrêmement contaminé par rapport aux eaux des toilettes, par exemple. Et donc, avec un traitement assez simple, vous pouvez réutiliser l'eau. Et là, ils sont arrivés à un stade maintenant où l'intégralité de l'eau est recyclée dans le bâtiment, y compris pour faire de l'eau potable. Parce qu'en Californie, il y a des problèmes énormes de ressources en eau aussi. Et donc là, ils sont arrivés à des bâtiments en circuit fermé. En gros, on a refait la même chose. Vous allez dans la navette spatiale, par exemple, ça recycle intégralement. Mais voilà. Et donc, la technologie est là. Après, les gens comparent les coûts. Parce que recycler en interne dans chaque bâtiment, ça a un coût par mètre cube qui est moins mutualisé que dans des grandes installations. Mais des gens vont vous dire que oui, mais si j'ai une défaillance sur un gros système, j'affecte une grande population. Si j'ai une défaillance sur un bâtiment, ça concerne moins de monde. Donc il y a... Et en termes d'énergie, est-ce que c'est très énergivore de, on va dire, un peu avoir un circuit fermé comme ça avec les eaux ? Alors, comme l'époque est aussi à la minimisation des coûts énergétiques, des bilans carbone, c'est fait pour que ça soit vertueux de ce point de vue-là aussi. Et donc, du coup, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec de l'eau de pluie ? Vu que c'est très réglementé, on peut arroser son jardin, on peut peut-être réutiliser dans les toilettes, mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Actuellement, on n'a pas le droit de la boire. Et puis là où on s'en sert, il faut que ça soit visible et indiqué. Donc, par exemple, dans les maisons australiennes que j'avais visitées, il y a des tuyaux en PVC gris pour les eaux classiques. Et ils ont du PVC teinté en violet rose pour les eaux pluviales. Et il y a écrit eau pluviale tous les 10 cm sur le tuyau. Donc comme ça, même si on coupe des petits bouts, on voit bien que c'est marqué dessus. Parce qu'avant, on me disait, le risque, c'est que les gens fassent des mauvais branchements. C'est-à-dire ils intervertissent les tuyaux, que de l'eau pluviale contamine le réseau d'eau potable. Bon, il y a des solutions technologiques pour éviter ça. Et puis, il y a le fait que les choses sont visibles. Et quand les gens sont informés, éduqués, entraînés, il n'y a pas eu personne à rapporter de cas où des gens auraient eu des problèmes de santé parce qu'ils utilisaient de l'eau de pluie. Donc, voilà. Donc si on le fait avec les bonnes conditions et en rendant les choses visibles, en mettant par exemple juste eau non potable, ça consiste des fois à faire ça. Donc elle est inoffensive, mais on la déclare non potable. Voilà. Donc effectivement, il y a des solutions au niveau collectif, mais aussi individuel. Et Marie, je me demandais si tu avais pu voir s'il y avait des aides, par exemple des municipalités. Est-ce que les gens sont incités à collecter les eaux de pluie ? Qu'est-ce qui se fait ? Oui, ça se fait de plus en plus. On est clairement dans cette tendance-là. En fait, sur ce sujet, j'ai lu des choses intéressantes récemment là, dans un article c'est la Gazette des communes, sur le fait qu'a priori, il existe aujourd'hui... Vous me direz, Jean-Luc, si... Mais a priori, il n'existe aucune obligation pour les collectivités en fait, légales, pour l'instant, par rapport à la récupération de l'eau de pluie. Donc, du coup, c'est un petit peu à leur bon vouloir. Mais les communes, par exemple, ce qu'elles peuvent faire, c'est rendre obligatoire la récupération d'eau de pluie pour les bâtiments et les habitations neuves en s'appuyant sur des réglementations en fait, spécifiques du plan local d'urbanisme. Donc voilà, a priori, elles peuvent faire ça pour rendre un peu ce côté justement obligatoire, incitatif. Donc il y a ce volet-là. Et sinon, elles peuvent aussi mettre en place donc, du coup, des actions d'incitation.
donc effectivement des aides financières. Et elles peuvent être proposées en fait aux habitants de certaines régions et communes. Dans la métropole, il y a par exemple la commune de Mions qui propose une subvention à hauteur de 50% pour l'achat, l'acquisition et l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie, type cuve, citerne. Voilà, il faut avoir une maison avec un terrain pour ce genre de choses. Et ça peut aussi être des collectivités en fait qui proposent aussi l'achat groupé de matériel. Donc là, par exemple, dans l'article, il donnait l'exemple du parc régional naturel de Millevaches en Limousin. Donc ça regroupe 124 communes. Et en fait, en 2022, ils ont recensé en fait tous les besoins des habitants de ces communes en cuve et en citerne. Et du coup, l'achat groupé, ça leur a permis d'obtenir une réduction de 50% en fait sur le matériel, par rapport au tarif du commerce. Donc voilà, donc il y a ce genre de choses qui existent. C'est plutôt du cas par cas pour l'instant, j'ai l'impression. Donc voilà, après, si ça vous intéresse, il faut se renseigner directement en fait auprès des mairies de vos communes. Voilà. Merci Marie. On commence à se rapprocher un peu du temps de fin et des questions du public. Mais avant d'en arriver à ce sujet-là, j'avais une question un peu générale pour vous deux, en tant que, on va dire, scientifique, chercheur et en tant que journaliste. Donc on a pu voir que sur ces questions-là, c'était assez médiatisé, que c'était des choses dont on parlait, mais en même temps qu'il y avait des lacunes, on va dire, sur, par exemple, le transfert des polluants au niveau des eaux pluviales, pas que on va dire, des pollutions industrielles qui font les grands titres. Donc ma question, c'était un peu quel est le rôle en fait du chercheur et du journaliste dans la diffusion de l'information sur ces questions-là. Est-ce qu'il est partie prenante? Pour le journaliste, ça paraît un peu une évidence, mais comment est-ce qu'il doit travailler? Et pour le chercheur, comment est-ce qu'il doit transmettre les connaissances? Je ne sais pas qui veut commencer. Ok, je peux commencer alors. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs dimensions du coup à ça. Déjà, par rapport à la question de l'eau, c'est quand même un sujet qui est vraiment crucial. On en parle beaucoup dans les médias, comme tu as dit, surtout avec toute l'actualité, les sécheresses, le changement climatique, etc. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu crucial et qu'on traite aujourd'hui beaucoup dans les médias. Mais c'est vrai que du coup, alors il y a une première dimension, c'est que du coup, dans ce flot d'informations, on peut retrouver un petit peu des bêtises. Donc, je pense qu'on a déjà un premier rôle là-dessus, qui va être un peu justement dans le repérage de ces fameuses fake news, donc ces fausses informations. Un petit exemple, fin août 2023, on en avait parlé avec Jean-Luc, il y a une polémique en fait sur les réseaux sociaux selon laquelle, a priori, on n'avait pas le droit d'arroser son jardin avec l'eau de pluie récupérée chez soi. Donc ça a été beaucoup repris sur Internet, sur les réseaux. Ça a été aussi repris par certains politiques, que je ne citerai pas, mais voilà. Et donc, en fait, ça, c'est complètement faux. C'est un décret, en fait, qui est sorti à cette époque-là, qui a un petit peu semé la confusion, parce qu'en fait, ça concernait uniquement la réutilisation de l'eau de pluie par les collectivités. Et par les professionnels, pas du tout pour les individuels. Vous avez le droit d'arroser votre jardin avec l'eau de pluie qui tombe dessus, c'est dans le code civil, voilà. Donc, je pense que déjà on a un rôle là-dessus, et du coup, par rapport à ça, il y a beaucoup de médias qui ont démenti ces informations. On fait ce qu'on appelle en journalisme du fact-checking, donc de la vérification d'informations, pour dire aux gens, non, ça c'est faux, tout va bien, vous énervez pas. Voilà, il y a ce volet-là. Après, je dirais qu'il y a aussi un côté un peu dans ce qu'on appelle le journalisme de solution. Donc ça, c'est plutôt de se dire, on a quand même des constats qui sont assez négatifs, assez
austère, hein, c'est un peu voilà, et on ne veut pas non plus que les gens soient complètement déprimés, hein, parce que sinon voilà, on est mal barré. Du coup, dans le journalisme de solution, il y a cette idée de donner un petit peu des pistes concrètes, de parler aussi d'initiatives collectives ou individuelles qui pourraient être inspirantes. L'idée, en fait, c'est d'être un peu dans l'optimisme modéré. C'est-à-dire qu'on donne à comprendre. Hein, on ment pas, enfin là les choses elles vont pas forcément bien, ok on le dit, mais du coup derrière ça on essaye de pas non plus trop, en tout cas c'est ma vision, de pas trop laisser les gens démunis en fait avec ça, et du coup essayer de créer une espèce de boucle un peu vertueuse entre scientifiques, lanceurs d'alerte, grand public, et puis si possible les décideurs politiques. Donc voilà, donc je vois un peu le rôle du journaliste en fait là-dedans comme une sorte un peu d'intermédiaire, voilà, de passeur de relais un petit peu. Et puis voilà, puis une dernière chose, c'est un peu aussi l'importance, je pense, de reprendre le temps un peu, donc du temps long et du format long dans le journalisme. Par exemple, c'est ce que nous permet de faire Pop Science avec... voilà, c'est un magazine sur lequel on travaille plusieurs mois en fait, donc on a le temps voilà, de discuter ensemble des sujets, de faire beaucoup de recherches, d'aller voir différents interlocuteurs, de faire des interviews longues. Et ça, c'est vrai que voilà, je pense que c'est aussi important. Bien sûr, on ne peut pas le faire dans tous les médias, hein, mais voilà, de reprendre un peu le temps, de poser les choses, de pas trop faire de raccourcis, voilà. Donc dans mon domaine, c'est plus, voilà, on va parler d'articles long format, mais après on peut voir que en fait cette tendance, elle est aussi visible à la télé ou à la radio. On a quand même, j'ai l'impression de plus en plus, j'espère qu'on va un peu plus dans ce sens-là, mais des émissions de plus en plus longues, avec pareil des interviews qu'on appelle des interviews fleuves. Voilà, on prend plus le temps de développer. Voilà, je pense que ça, c'est un enjeu aussi intéressant. Oui, ne pas juste prendre l'actualité à chaud et de la publier directement, mais prendre au moins un petit peu de temps en fonction des médias, bien sûr, mais le temps de réfléchir dessus. Si possible, ouais. C'est un petit peu... voilà, c'est aussi ça s'inscrit un peu dans ce besoin de ralentissement, un peu dans tous les domaines aussi, quoi. Mais, voilà. Et dans tout ça, donc, selon toi, Jean-Luc, quel est le rôle du scientifique dans cette transmission d'informations ? Avant de la transmettre, il faut la produire. C'est-à-dire notre première tâche, c'est d'augmenter les connaissances, de comprendre les phénomènes. Donc sur les eaux pluviales, on va depuis comment la pluie tombe, comment elle transfère les polluants, comment elle ruisselle, comment ça s'infiltre, comment ça s'évapotranspire. Parce qu'il y a plein de choses qui sont encore... Voilà, où on ne comprend pas tout parfaitement. Donc l'idée, c'est d'avoir des expérimentations, des essais, des modèles pour essayer de représenter les choses et d'accroître les connaissances et de bien comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a amélioré ces connaissances, la première tâche des chercheurs, c'est de le partager avec d'autres chercheurs. Donc on écrit des publics scientifiques qui sont de plus en plus gratuitement en ligne pour tout le monde, mais qui ne sont pas forcément... de lecture immédiate pour tout le monde, justement, même si elles sont disponibles. Donc on a une autre fonction, un autre rôle à jouer qui est de transmettre. Voilà. Donc pas uniquement vers nos collègues chercheurs du monde entier. Donc on a des occasions comme Pop Science Mag, des soirées comme celle-là. On intervient à différentes instances. Et récemment en octobre il y avait la fête de la science, donc on a accompagné des groupes qui sont venus visiter le campus et comment gérer les eaux pluviales sur le campus. Et Marie, tu connais le parcours, puisque donc il y a une espèce de jeu de piste pour aller regarder, puisque sur l'ensemble du campus il y a plusieurs techniques de gestion des eaux pluviales à la source. Donc depuis des enfants, on accueille des collégiens ou lycéens en stage de découverte, ils viennent au labo pour voir. Ça, c'est, je dirais, très grand public. Après, on a un rôle de transmission un peu plus spécialisé. Par exemple, on intervient, on est sollicité, ou sans qu'on nous sollicite, on envoie un avis à des instances dans les ministères, par exemple, qui élaborent la réglementation.
Donc voilà, on parlait d'évolution de la réglementation sur la gestion des eaux de pluie. Maintenant, on est sollicité, vous pensez quoi? Voilà, donc il y a des gens qui nous demandent des avis avec ou des informations scientifiquement fondées sur lesquelles ils s'appuient pour décider un certain nombre de choses. Évidemment, ils ont d'autres critères éventuellement à prendre en compte, mais on contribue à ça. Donc l'évolution réglementaire, on travaille aussi sur ça. Et puis, sur Lyon, un certain nombre d'entre nous, on est en interaction assez régulièrement avec des gens de la direction de l'eau de la métropole. Donc ça permet de nouer des contacts. On a sur Lyon quelque chose qui s'appelle l'OTHU, l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, c'est-à-dire qu'on suit des installations réelles du Grand Lyon. Et ça regroupe à peu près une centaine de chercheurs, de 12 laboratoires, de 8 établissements sur Lyon. Bon. Et la métropole est membre de ce groupe, de cet observatoire. Donc elle a un accès direct à ce qui se produit, à ce qui se fait. Donc elle a les informations produites par les chercheurs. Et donc ils essayent au mieux aussi de l'intégrer dans leur pratique, dans la conception de leur système, dans leurs règles de fonctionnement, de gestion des ouvrages. Qu'est-ce que les connaissances scientifiques qu'on produit peuvent apporter comme plus-value sur leur manière de faire. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, en mot de la fin, ou plutôt en image de la fin, Jean-Luc, tu avais trouvé une illustration peut-être de Lyon à 2100, si c'était végétalisé, et que je trouve assez intéressante pour imaginer qu'est-ce que ça pourrait être la ville de demain, si tu veux en dire 2 mots. Oui, donc ça, c'était Lyon 2010. C'est bien. Hein. Voilà. Et donc, à l'époque, on avait demandé à Luc Schuiten, qui est un architecte et dessinateur belge, d'imaginer Lyon 2100. Et Luc Schuiten, il a beaucoup réfléchi, travaillé sur la ville végétale, etc. Et comme c'est des choses vers lesquelles on va, sur les mobilités douces, l'intégration de l'eau dans la ville, etc., Luc Schuiten avait proposé ça pour Lyon 2100. Voilà. Et donc, oui, on parlait de problèmes de polluants, etc. Je pense que pour faire la ville de demain, il faut aussi avoir des envies ou des choses qui motivent. Donc, voilà, c'est une illustration que j'aime bien pour montrer vers quoi on pourrait aller, ou en tout cas que ça soit inspirant et qu'on ait envie de faire évoluer les villes vers autre chose que ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci. On va pouvoir passer aux questions de la salle. Donc, qui a une première question? Voilà, on a des micros, donc n'hésitez pas à... Donc en fait, nous sommes 2 avec ma collègue à avoir des micros, donc n'hésitez pas à lever la main et on vous passera le micro. Voilà. Bonsoir, vous avez évoqué un petit peu la réglementation. Est-ce qu'il y a un cadre national ou une stratégie nationale justement pour améliorer cette gestion de l'eau qui s'imposerait à tous, comme on peut avoir une stratégie nationale bas carbone ou une stratégie pour la biodiversité par exemple? Oui, il y a ça. Alors la dernière version que j'ai en tête, je ne suis pas spécialiste du réglementaire, mais ça doit dater de 2017 de mémoire. Il est écrit noir sur blanc que tout ce qui permettra de désimperméabiliser, de favoriser l'infiltration des eaux pluviales et leur gestion à la source, plutôt que de faire des grands tuyaux, doit être favorisé. Donc il n'y a pas d'objectif quantifié en pourcentage de désimperméabilisation, des choses comme ça, mais la ligne directrice, elle est indiquée clairement comme étant vers ce type de choses qu'on a évoquées ce soir. Ce n'était pas le cas dans les textes précédents. Voilà. Il y a un autre texte qui est en cours d'évolution. Ça devrait être une affaire de quelques mois, mais je ne maîtrise pas le processus. C'est une directive européenne sur la gestion des eaux usées, donc, qui date de 91, qui est en révision. La version de 91 ne parlait, comme son nom l'indique, que des eaux usées. Et là, dans les brouillons ou les propositions de révision qui circulent, c'est d'intégrer aussi les eaux pluviales, parce que regarder que les eaux usées, ça ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble et de bien gérer les milieux aquatiques. Donc la gestion des eaux pluviales, je ne sais pas quels seront les votes finales sur cette directive, mais si elle est entérinée avec cette préconisation-là, il y aura une vision d'ensemble, les eaux usées, des eaux pluviales. Donc là, on reboucle un peu avec ce qu'on disait au tout début. Bonsoir.
en France, la transition écologique, elle est vue principalement à travers l'énergie et les sources énergétiques. Il y a une association de chercheurs qui s'y intéresse particulièrement et qui a démocratisé le sujet et qui s'empare du débat public. C'est le Shift Project. Est-ce que sur la question de la gestion de l'eau, qui est indispensable à la transition écologique, il y a aussi une organisation de la communauté scientifique pour imprégner le débat public, faire des actions de lobbying, de formation auprès des agents territoriaux et des décideurs pour convaincre et aller dans la bonne direction sur ce sujet-là? Bah, c'est nous. Non, Vas-y. Non, j'allais dire c'est nous, mais voilà, c'est une petite blague. C'est pas vrai. On essaye de faire du lobby, mais bon, avec des soirées comme ce soir. Mais bon. Non, il n'y a pas l'équivalent du Shift Project, si on veut faire un parallèle direct, mais des formations sur les sujets qu'on a traités ce soir, il y en a à destination des personnels territoriaux. Je suis intervenu, mais des tas d'autres collègues aussi, dans le cadre du CNFPT, par exemple. Voilà, j'ai contribué à des formations eau pluviale de personnel ce qui s'appelle les DDT maintenant, les directions territoriales. On a une organisation sur Lyon une association qui s'appelle Le Grès, qui regroupe des chercheurs, des bureaux d'études, des villes, les agences de l'eau, des bureaux d'études, des gestionnaires de systèmes. Et l'idée, c'est de partager une culture commune sur ces sujets et de faire évoluer les pratiques. Donc il y a des choses qui se font, pour certaines depuis plusieurs décennies, mais pas forcément avec une perception, je dirais, grand public, voilà, comme ça peut être dans d'autres domaines. Alors, je vais me permettre de rebondir un peu sur ce qu'a dit monsieur, parce que moi j'entendais derrière un peu peut-être une demande citoyenne à ce que les chercheurs peut-être prennent un peu plus de niaque pour aller... Non, mais parce que c'est votre rôle, c'est votre métier, c'est le métier de scientifique, d'observer, de collecter, d'avoir de la connaissance sur un sujet. Puis à un moment donné, dans toute cette évolution du monde actuel, on a peut-être envie que le chercheur soit aussi un peu le lanceur d'alerte. Marie, tu citais le nom. Et je ne sais pas si vous sentez ça dans la communauté scientifique, il y a un peu une volonté d'aller un peu plus secouer les décideurs, les politiques, ou en tout cas convaincre. Vous disiez que vous donnez votre avis quand on vous le demande. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas dire non mais attendez, là c'est comme on le voit peut-être avec le GIEC, avec des paroles sur le climat. Et peut-être aussi qu'en tant que citoyen, on a envie un peu que ceux qui savent, qui ont la connaissance, soient un petit peu plus proactifs dans la manière de convaincre les élus, les politiques, parce qu'on sent que le blocage, il vient aussi de là, pas que. Ils sont formés, ils sont informés, ils ont à gérer des choses aussi concrètement, ils ont d'autres contraintes économiques, sociales, il faut qu'ils gèrent une ville. Mais on a l'impression qu'il faudrait que le dialogue soit peut-être un peu plus peut-être présent, constant, quotidien, ou pour qu'ils puissent avoir des armes et qu'ils comprennent en fait qu'il faut agir, tout simplement, quoi. C'est un peu incitatif ce que je... Oui. Bah, tout à l'heure, j'ai dit... Il faut venir avec le Pop Science. Voilà. Maintenant, jamais. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on répondait quand on nous demande notre avis. J'ai aussi dit que quand on ne nous le demandait pas, de temps en temps, on le donnait. Bon, voilà. Après, on n'a peut-être pas été touché jusqu'à présent le grand public. Voilà. Mais on a fait des choses à destination des élus, des décideurs. Moi, je suis membre d'une association internationale qui s'appelle l'IWA, International Water Association. Il y a quelques années, on a sorti un document qui est grand public, qui s'appelle les principes pour les villes eau responsables. Et ça liste les stratégies vers lesquelles il faudrait aller, etc. Ça a été présenté au programme Habitat des Nations Unies, par exemple. Ça a été présenté à des associations internationales de maires de grandes villes. Donc on essaye. Après, on a un temps limité, on ne peut pas être partout. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc j'enseigne aussi à l'INSA. On essaie de faire passer des choses auprès de nos étudiants, etc. On peut toujours penser qu'il faudrait faire plus, mais voilà. Bon, on mentionne les 400 hectares désimperméabilisés par le Grand Lyon. C'est très bien. Et c'est quoi la surface totale du Grand Lyon? D'accord, c'est plus de 500 km². Donc, à quelle échéance on pense qu'on aura un effet significatif? Voilà. Donc, et puis, oui, il y a des tas de gens. Il ne suffit pas que les gens soient informés et sages pour qu'ils passent à l'action, en plus. Donc, je ne dis pas ça pour
atténuer notre rôle possible. Mais il y a des tas de gens qui savent et qui ne font pas quand même. Voilà. Donc, et à un moment donné, peut-être, oui, s'il y a de la demande sociale, citoyenne, peut-être ça peut bouger plus vite, plus fort. Ou quand il y a des contraintes fortes. Voilà. Il y a des villes où il y a eu des gros problèmes d'inondation. Je sais pas, il y a Copenhague il y a quelques années, ils n'avaient jamais vu ça. Dans les 2 ans qui suivent, il y a de l'argent qui est arrivé sur la gestion des eaux pluviales, comme il n'y en avait jamais eu à Copenhague. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Ça me donne envie de poser plein de questions. Je pense par exemple à l'utilisation de l'eau pour la répartition d'énergie. Utiliser l'eau des égouts pour faire du chauffage, ça existe peut-être, je crois déjà. Les data centers, si on les refroidit avec de l'eau, et puis on chauffe les maisons qui sont à côté, enfin, par exemple. Moi, une chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on pourrait compter le nombre de personnes qui connaissent le prix du mètre cube de l'eau? Ça, c'est intéressant comme... Voilà, qui connaît le prix du mètre cube, hein? On pourrait faire un sondage. Voilà, c'est intéressant. Parce que je me dis qu'on pourrait imaginer le CEPA Versailles ici, on pourrait le faire aussi avec l'eau, ce serait pas mal. Des petits gestes du quotidien. Comparer le prix de l'eau au mètre cube avec le prix de l'eau en bouteille, par exemple. Parce que quand on achète même de la cristalline, on a l'impression qu'elle est pas chère. Une bouteille de cristalline, voilà, c'est 1,20 € ou 1,30 €, je sais plus. 1,5 litre. Et on utilise 10 litres d'eau pour fabriquer une bouteille en plastique comme ça. Enfin, vous me reprenez si je me trompe, parce que ça peut faire partie aussi de certaines infos qu'on voit circuler. Voilà, tout ça pour dire que est-ce que l'eau ne devrait pas devenir quelque chose de protégé? Je dirais pas qu'il serait coté en bourse, mais enfin quelque chose de protégé, et puis voilà, d'avoir une utilisation un peu plus, je dirais, intelligente de l'eau. Enfin voilà, bon, voilà, ben merci. Je sais pas, poser comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus intelligent dans la gestion de l'eau? Je peux que répondre oui. D'accord. Mais voilà, j'ai démarré il y a quelques semaines le cours que je fais en hydrologie urbaine. Voilà, bah, des chiffres comme ceux que vous indiquez, ils font partie de ma première séance de cours pour poser le contexte. Voilà. Donc, et après, on commence à attaquer ça, mais il y a un contexte plus général. Moi, j'étais étudiant, on m'expliquait qu'il fallait que je dimensionne les trucs parce que les consommations d'eau allaient continuer à s'accroître. Donc, on était piloté, il fallait offrir de l'eau. Et bon, en fait, la consommation n'a jamais atteint les niveaux qu'elle était supposée atteindre quand j'étais étudiant. Elle est même à la baisse. Donc elle a baissé par habitant. Voilà, elle continue un peu à décroître. Les lave-vaisselle ont divisé par 4 la consommation d'eau. Il y a des choses dans les lave-linges. Il y a des tas de choses qui se font. Après, si on regarde de façon plus globale, voilà, un autre chiffre peut-être vous intéresse. 150 litres par habitant par jour, c'est ce qu'on consomme. D'accord ? Par contre, ça monte à 5000 mètres cubes par an pour produire tous les objets quand on en a besoin. Donc, y compris les bouteilles en plastique, les micros, l'ordinateur, enfin voilà. Donc, quand on revoit ça aussi, ça veut dire qu'on a des tas d'eau importée, etc., à travers les fruits, légumes, la nourriture qu'on importe. D'accord, si je prends je sais pas, une orange qui vient de 5000 km, c'est 90% d'eau, ça vient de là-bas. Je la consomme ici. Donc on a des choses qu'on appelle l'eau virtuelle. Elle n'est pas très virtuelle, c'est juste qu'elle est transférée. Voilà. Donc il y a des tas d'enjeux autour de tout ça. Et il y a des pays qui manquent de ressources en eau localement et qui exportent des fruits et légumes qui en contiennent plein. Donc il y a des tas d'enjeux voilà, géopolitiques, économiques autour de l'eau qui mériteraient qu'on s'y penche de plus près, mais ce n'était pas l'objet de ce soir. Il y a d'autres instances qui le font aussi. Voilà. Non, mais j'avais simplement une réflexion sur l'image qu'on voit là, où on voit beaucoup de toitures végétalisées. Et du coup, je me demandais l'impact de ces toitures. Est-ce que, quand on parle d'infiltration et d'évapotranspiration, est-ce que ces toitures végétalisées ont vraiment un impact là-dessus, ou est-ce qu'il n'y a pas une part aussi plutôt d'image, de recherche d'image simplement? Et est-ce que ça va assez loin finalement? C'est vrai que dans toutes les images de villes
de nouveaux projets urbains, etc. On voit beaucoup de toitures végétalisées, mais est-ce qu'il y a vraiment un impact? Alors c'est bien comme question, mais c'est un des objets sur lesquels je travaille. Donc ça fait 10 ans que je suis des toitures végétalisées sur des prototypes expérimentaux, etc. En ce moment, il y en a plusieurs qui sont assis sur un des toits de nos bâtiments sur le campus. Donc initialement, ça a été inventé ou créé pour des raisons architecturales, c'était faire du verre joli en haut des immeubles. On a vu que ça pouvait en partie gérer les eaux pluviales, je dirais sans l'avoir fait exprès. Et donc depuis un certain nombre d'années, on peut chercher à faire des toitures végétalisées qui ont pour objectif principal de gérer les eaux de pluie. Donc en travaillant sur les épaisseurs de substrat, sur les stockages qu'on peut mettre dessous, on peut arriver à stocker, moi j'ai une des toitures sur lesquelles on travaille, on stocke 150 litres par mètre carré en toiture. Et si j'ai un toit ordinaire, imperméable, en gros, pratiquement toute l'eau de pluie qui tombe va ruisseler, va descendre dans ma gouttière et va alimenter mes fameux réseaux d'eau pluviale séparatifs dont j'ai parlé au début. Si on a un toit optimisé, on va stocker jusqu'à 70, 80, 90% de l'eau de l'année ne descendra plus dans la gouttière, elle va être stockée dans votre toiture et elle va être évapotranspirée par la végétation. Et donc il y a des pistes de recherche sur comment on gère ces différents niveaux de stockage, comment on évacue l'eau en surplus, comment on peut éventuellement travailler sur des choix d'espèces végétales qui vont maximiser l'évapotranspiration. Il y a des pistes, alors c'est un peu du slogan, mais c'est-à-dire, voilà, une toiture zéro rejet. Si on fait des simulations et on peut regarder quelle épaisseur et quel stockage il faudrait mettre pour qu'il n'y ait pas une goutte d'eau qui sorte. Mais alors ça, c'est un peu... quand je dis c'est commercial, scientifiquement, ça ne tient pas. Il va toujours y avoir un jour où il pleuvra plus que cette capacité-là. Donc moi, je ne m'engage pas sur ça. Mais l'idée, c'est de réduire au maximum, autant qu'on peut, ce qui est évacué par la toiture pour le gérer localement et l'évapotranspirer ou utiliser cette eau pluviale pour des usages dans le bâtiment qui est en dessous, par exemple. Et dans la vie d'un bâtiment, au bout de plusieurs décennies, est-ce que, par rapport aux dégâts des eaux qu'il pourrait y avoir, etc., sur un bâtiment, est-ce que ces toitures végétalisées, finalement, peuvent poser problème ou pas? C'est comme plein de choses. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Il y a des toitures... Non, mais le problème, c'est... D'ailleurs, un indice de ça, c'est qu'un certain nombre de fabricants de toitures avaient initialement comme métier d'être étancheurs. D'accord ? Et donc, des reproches qu'on fait aux toitures végétalisées, ce n'est pas le principe en lui-même, c'est qu'on a éventuellement des toits dont la qualité de l'étanchéité est médiocre. Voilà. Mais ça, si c'est bien fait, il y a des maisons, des constructions qui ont des toitures végétalisées depuis des décennies, il n'y a pas de problème en dessous. Il faut faire de la bonne qualité de construction. Voilà. Et ceux qui savent le faire bien. J'avais une question, je suis désolée. À Lyon, sur la métropole en tout cas, la régie de l'eau est devenue publique assez récemment. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la gestion des eaux? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la gestion des eaux à l'échelle de la métropole? La gestion de quelles eaux? En tout cas, moi, maintenant, je paye mon eau auprès d'une régie publique. Est-ce que du coup, ça va changer derrière? Est-ce que la gestion des eaux pluviales va changer? Est-ce que derrière, la gestion de nos égouts va changer ou pas? Faudrait leur demander. Le peu d'informations que j'ai à ce sujet, c'est qu'a priori, comme ça, à court terme, non. Mais il y a des réflexions, justement, comme ce que dans les réglementations plus récentes, on appelle les eaux non conventionnelles. En gros, c'est comment, en période avec de plus en plus de sécheresse, éventuellement des ressources en eau plus limitées. Traditionnellement, je disais, ça marchait par silo. Donc on avait des gens qui s'occupaient de l'eau potable. Donc leur responsabilité, c'était de trouver de la ressource quelque part, d'en faire de l'eau potable, la distribuer. Après, il y avait d'autres gens qui géraient les réseaux d'assainissement, les stations d'épuration, les eaux pluviales, d'autres qui géraient les rivières, d'autres qui géraient les nappes. Bon, mais finalement, c'est la même eau qui circule. Et donc je pense que l'avenir, c'est aussi d'avoir des réflexions globales. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas de connaissance, par exemple, de l'ensemble des flux d'eau sur l'ensemble des agglomérations. Et si on veut réduire la pression sur les ressources, réduire les consommations, ça devient intéressant d'avoir des réflexions globales généralisées. Mais pour l'instant, on n'a pas de connaissance, par exemple, de l'ensemble des flux d'eau sur l'ensemble des agglomérations. Et si on veut réduire la pression sur les ressources, réduire les consommations, ça devient intéressant d'avoir des réflexions globales généralisées.
Mais autant que je sache, et je m'arrêterai là, parce que quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les objectifs à moyen terme de la régie de l'eau à Lyon, qui a été mise en place. Ouais. Juste pour préciser, il y a une petite partie de la réponse dans le Pop Science Mag. Il y a un article sur la différence entre régie publique et régie privée. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. Moi, j'ai une question. Vous avez à un moment parlé des impacts de l'urbanisation et vous avez parlé de la nécessité de perméabiliser, enfin de rendre perméables les sols pour que l'eau qui tombe du coup soit directement, retourne directement dans les nappes. Quand on est dans une urbanisation comme celle qu'on a à Lyon, par exemple, sur une parcelle où sur un terrain on imperméabilise la moitié en créant un immeuble. Du coup, l'eau qui arrive sur la toiture, est-ce qu'on a, du coup, 100% de l'eau qui arrive, c'est la même avant et après, sauf qu'il y en a une partie qui ne s'infiltre pas du fait de la présence du bâtiment. Est-ce qu'il vaut mieux que cette eau qu'on récupère et qui ruisselle sur la toiture, est-ce qu'il vaut mieux qu'on la redirige directement vers les nappes, ou est-ce qu'à l'inverse, il vaut mieux essayer de la récupérer pour la réutiliser? Parce que du coup, c'est vrai que si on la réutilise, elle ne retourne pas à la nappe, elle ne retourne pas au milieu naturel. Ben, pas forcément tout de suite. Bah oui, du coup, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on la réutilise ou... Alors, on ne la réutilise pas parce qu'on ne l'avait pas encore utilisée. Non, mais je chipote, mais il y a la réutilisation des eaux usées. Ça, c'est un volet qui se développe aussi. Beaucoup parlé même dans les médias récemment. Et puis, il y a l'utilisation de l'eau de pluie collectée. Donc, si je la laisse s'infiltrer, oui, elle va descendre dans le sol et puis vers la nappe, etc. Mais si je l'utilise, je ne sais pas, pour mes toilettes, elle va finir dans mon tuyau d'eau usée, elle va être traitée en station d'épuration, elle va rejoindre le milieu naturel dans la rivière où les eaux usées traitées sont rejetées. Donc, à un moment donné, l'eau, sauf si on imagine ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les bâtiments en total circuit fermé, mais là, une fois que l'eau est dedans, je dirais, elle n'en sort plus. Mais sinon, à un moment donné, l'eau, elle va toujours finir par rejoindre un milieu aquatique de surface ou souterrain avec un parcours plus ou moins long. Mais elle ne va pas être retirée comme ça du cycle hydrologique général. Elle fait des détours, des boucles, mais elle finit par rejoindre. Moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport au mode de gestion sur la question de madame. Juste apporter un petit élément. Je pense quand même qu'il y a une différence fondamentale, c'est que globalement, il y a deux modes de gestion, il y en a plusieurs, mais globalement, il y a le mode régie publique et le mode délégation de service public. Délégation de service public, clairement, c'est un opérateur privé qui a quand même une vocation à faire du bénéfice. Donc, a priori, il y a au moins une différence. Soit vous payez le même prix et l'intégralité de l'argent sera réutilisée au renouvellement des réseaux ou enfin, à l'amélioration. Quand vous n'êtes pas en régie publique, il y a quand même une partie de votre facture qui part au bénéfice aux actionnaires, pour être clair. C'était juste pour alimenter le débat sur la différence de gestion. On va peut-être prendre encore quelques dernières questions. Je crois qu'il y en a une par là-bas. Oui, donc bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la différence au niveau pollution des eaux de pluie et des eaux de gestion des eaux usées. Et j'aurais voulu savoir si c'était possible, par exemple, au niveau juste du traitement, quand on va traiter toutes les eaux en même temps, est-ce que ça permet une dépollution, entre guillemets, une dépollution de l'eau? Est-ce qu'elle est assez efficace, ou alors est-ce qu'il faudrait mieux avoir deux systèmes de gestion de dépollution en séparant les eaux usées d'un côté et les eaux de pluie qui ont percolé sur le bitume, par exemple? Je ne sais pas si c'est très clair. Oui. Là on va rentrer dans des détails technologiques. Beaucoup de stations d'épuration qui gèrent les eaux usées des villes, dans leur grande majorité, c'est des stations avec ce qu'on appelle biologiques. Donc c'est des bactéries qui épurent l'eau. Une des caractéristiques de ces systèmes, c'est qu'ils aiment d'être alimentés de façon régulière et stable. Et donc si on met des trop grandes variations, ça perturbe les systèmes et leur fonctionnement n'est plus très satisfaisant et pas garanti. Donc si on accepte, pendant ou juste après les événements pluvieux, des grandes variations de débit
et de flux polluants qui sont apportés, le système ne réagit pas très bien. Un des premiers travaux que j'ai fait de recherche après ma thèse, comme j'avais travaillé avant sur les stations d'épuration et puis ensuite sur la gestion des eaux pluviales, j'ai travaillé sur l'effet ou l'impact de l'admission des eaux pluviales sur les stations d'épuration. Et ça crée un certain nombre de dysfonctionnements. C'est entre autres pour ça que dans les réseaux unitaires, on plafonne, pour éviter que la station d'épuration dysfonctionne trop suite aux événements pluvieux. Et donc, on a ces fameux déversoirs d'orage. Après, comme les polluants ne sont pas les mêmes, les bactéries qu'il y a dans les stations d'épuration pour traiter les eaux usées, elles font bien leur boulot pour un certain type de polluants. Elles ne sont pas optimisées pour les autres. Donc, elles vont en retenir une certaine partie, mais je dirais que c'est un peu pas par inadvertance, mais c'est parce que, bon, on en retient, voilà. Mais ce n'est pas fait exprès pour. Par contre, quand il y a des endroits où les enjeux sur les eaux pluviales sont forts, il y a les arrêtés préfectoraux qui demandent ça. Donc dans la loi générale sur l'ensemble de la France, il n'y a pas d'obligation de traiter les eaux pluviales, mais il y a des endroits où on le demande parce que le milieu naturel est sensible, etc. Par exemple, il y a des surfaces d'aéroports avec des grandes surfaces où on va mettre des produits de dégivrants l'hiver, etc. sur les pistes, sur les avions. On ne va pas envoyer ça directement dans les milieux. Donc il y a des technologies qui existent pour traiter spécifiquement les eaux de pluie. Il y en a sur Lyon, les grands bassins dont je parlais en banlieue est lyonnaise, la Verchassieux, mais il y en a plus d'une trentaine sur l'ensemble de Lyon. On va stocker l'eau, on va attendre. Et une caractéristique des eaux de pluie, c'est qu'une grande part des polluants, pas tous, mais une partie d'entre eux, sont sur des particules. Donc si on attend, elles vont décanter. Et si elles sont décantées, on va les retenir au fond. Et l'eau, après décantation, elle peut être infiltrée et renvoyée dans le milieu. Donc ça prend beaucoup de temps et de temps, il faut quelques heures, mais d'espace. Le foncier coûte cher en ville. Donc on a des systèmes plus compacts, mais en gros, plus c'est compact, plus c'est coûteux. Mais on a des systèmes de filtres, on a des systèmes d'absorption, on peut rajouter des réactifs chimiques dans certains cas, et on peut arriver à traiter les eaux pluviales, je dirais, jusqu'au niveau qu'on veut. La conséquence derrière, c'est qu'il faut mettre la technologie et l'investissement et le fonctionnement qui va avec pour le faire fonctionner. Mais technologiquement, on a des tas de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas parce qu'il n'y a pas à la fois une obligation réglementaire, pas une sensibilité extrême partout, et puis pas forcément toujours les financements non plus. On peut prendre encore une dernière question. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question concernant une ville comme Lyon qui est traversée par un fleuve et une rivière. Vous aviez indiqué qu'il faut donc, l'enjeu est de changer les villes existantes. Qu'est-ce qu'on a comme atout à Lyon par rapport à ce qu'on appelle la gestion de l'eau, ou faire mieux que la gestion, anticiper des crises, anticiper un avenir incertain. Qu'est-ce qu'on a comme atout pour changer la ville existante avec une ville traversée par justement de l'eau? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à brûle pour point comme ça, mais voilà. On n'a pas vraiment évoqué finalement le fait qu'on est dans une ville traversée par l'eau. Qu'est-ce que ça change, et est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un handicap par rapport au changement climatique, aux incertitudes voilà. Merci. Je ne sais pas tout sur tout, donc je peux donner que des éléments de réponse partiels. C'est quoi les atouts de Lyon ? C'est que depuis les années 80, c'est une des villes parmi les plus avancées sur la gestion des eaux pluviales, parmi d'autres. Mais il n'y a pas que Lyon, mais il y en a d'autres et ils en font partie. Donc il y a une pratique, il y a un savoir-faire, il y a une expérience qui est quand même accumulée. Là, on parle de désimperméabiliser. Oui, maintenant, comme ça semble une évidence. Mais il n'y a pas beaucoup de villes qui s'y sont réellement mises. Donc c'est toujours sur un peu l'avant-garde des gens parmi les plus avancés. Donc il faut continuer. Il faut capitaliser sur ça et se tenir au courant aussi de ce qui se fait ailleurs dans le monde, parce que dans aucune ville, on est capable de tout imaginer, tout inventer. Donc ça, par exemple, c'est en tant que chercheur, nous, notre travail, c'est de voir, par définition, d'aller savoir et connaître tout ce qui se fait ailleurs par nos collègues dans le monde entier. Les villes n'ont pas forcément, par habitude ou par nature, la curiosité d'aller voir ce qui se fait partout ailleurs. Souvent, on a observé, mais je ne parle pas ici de Lyon en particulier, mais nos problèmes sont particuliers à notre ville, nous, c'est spécifique. Non, l'eau, elle coule de haut en bas dans le monde entier.
Les polluants transférés sont à peu près les mêmes. Après, les conditions opérationnelles de décision, de fonctionnement, de gestion, elles varient. Mais je pense que c'est important que les villes aillent voir aussi ce qui se fait, voir leurs homologues. Et donc ça, c'est important pour partager des expériences, apprendre ce qui marche moins bien. Voilà. Mais après, oui, le fait qu'il y ait 2 grands fleuves à Lyon, c'est comme ça. Beaucoup de villes sont construites sur les cours d'eau. Historiquement, c'est parce que ça faisait à la fois une ressource en eau, ça faisait des moyens de transport, et puis ça faisait un moyen d'évacuation des déchets. Ce qui est pratique pour la ville en question, ce qui l'est moins pour la ville qui suit à l'aval. Voilà. Mais ça, bon, c'est la continuité des cours d'eau. Donc oui, il y a de la ressource en eau. L'avenir, j'avais un de mes doctorants qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois, qui a travaillé sur adapter les scénarios du GIEC à court pas de temps et d'espace, ce dont on a besoin en ville, pour simuler des séries climatologiques pour la fin du siècle sur Lyon. Voilà. Donc on a des séries climatiques simulées pour 2090 à 2099. Ben voilà, j'en ai parlé à la métropole de Lyon. On va peut-être probablement regarder ce que ça donnerait si on simule ces climats futurs sur les infrastructures actuelles. Donc ça aussi, c'est une grande réflexion en cours. Ce qu'on est à peu près certain, c'est que le climat futur ne sera pas comme le passé. D'accord ? Ben, c'est facile à dire aujourd'hui, mais si je reprends l'histoire de quand j'étais étudiant, on prenait les données historiques pour faire des statistiques et on utilisait ça pour faire les dimensionnements futurs. Ben, c'était confortable, mais on croyait que l'avenir, c'était comme le passé. Maintenant, on est sûr que c'est pas ça. Donc, on crée des scénarios et on fait ce qu'on appelle des simulations aléatoires, c'est-à-dire comme pour tenir compte des incertitudes. On ne sait pas comment ça sera. Alors, ça pourrait être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et puis, on analyse les conséquences, on dimensionne les systèmes. Merci. Donc, notre soirée touche à sa fin. Je ne sais pas si Samantha, si tu souhaitais dire un dernier mot. Oui, un petit mot de remerciement déjà à Jean-Luc et à Marie pour leur intervention, et puis à vous aussi pour vos questions. Donc, si vous n'en avez pas déjà pris, n'hésitez pas à prendre un Pop Science Mag en partant. Et on vous a également distribué au début, avant la conférence, un petit questionnaire. Donc, c'est important pour nous, pour évaluer nos actions et les améliorer par la suite. Donc n'hésitez pas à le remplir, à le déposer à la fin, sinon à l'envoyer par mail à l'adresse qui est à la fin du magazine. Eh bien, merci. Merci. Juste un petit dernier mot de la part d'Isabelle Bonardi. Ouais.